Ce que je vous propose, c'est de commencer. Moi, je coupe mon téléphone sur silencieux, je ne l'ai même pas fait avant. Comme ça, je ne serai pas dérangé. On est deux aujourd'hui pour ce webinaire. On a essayé de le faire de la façon, on va dire, la plus concise possible pour laisser place aussi à des retours d'expérience, des questions-réponses à la fin. Marjolaine, peut-être Oui, Madame Duval ou Marjolaine, ça dépend du niveau d'intimité. Si tu veux peut-être rapidement te présenter, puis ensuite je me présente et puis on enchaîne. ok. Alors moi c'est Marjolaine, je suis chargée de communication chez Sysfarm et j'assiste Florent aujourd'hui pour notre webinaire. On l'a construit à deux, assister, c'est peut-être un grand mot. Pour ma part, Florent Vernet, moi je suis petit-fils d'agriculteur. Je suis également ingénieur en agriculture et en agroalimentaire. Et j'ai rejoint Sysfarm en fin d'année 2024 pour les accompagner justement sur la partie entreprise, c'est-à-dire offrir au maximum d'entreprises la possibilité de venir soutenir des projets locaux. Et j'ai, au travers de mes différentes précédentes expériences professionnelles, acquéri une forte compétence justement sur les enjeux environnementaux, climatiques et biodiversité. Donc c'est un plaisir de travailler au sein de Sysfarm sur cette belle mission. On a nommé le sujet que faire après le bilan carbone et surtout comment engager son entreprise sur une transition environnementale et climatique. On aurait pu également l'appeler comment maximiser son impact écologique sur son territoire. Voilà. L'objectif, ça va être de vous donner les clés, mais également comment dire, les procédés les étapes pour pouvoir vendre des projets en interne qui sont à fort impact. Et je pense que ça peut être l'objectif de pas mal de monde qui est présent aujourd'hui sur ce webinaire. Marjolaine vous a soumis dans le chat Je le fais. un petit formulaire de quelques questions. Si vous avez 30 secondes là maintenant, le temps qu'on passe à la prochaine slide, pour pouvoir y répondre, ça permet de votre côté également de vous présenter. Et puis on vous en fournira un par email et également plutôt pour de la satisfaction et savoir si vous avez des questions complémentaires sur lesquelles on n'a pas répondu. Comme ça, ceux qui ont le ventre qui gargouille pourront très vite partir manger à midi pile et puis ceux qui doivent partir malheureusement pourront nous recontacter. Je te laisse passer à la slide suivante. On a trois grandes parties dans ce webinaire. Pardon, il y a un point que je ne vous ai pas mentionné. Si vous avez des questions, ce qu'on peut vous proposer, c'est de les poser en live dans le chat. Marjolaine prend note et puis à la fin, on se fait une session questions-réponses et on défile toutes les questions, si ça vous va. Euh, Trois grandes parties sur ce webinaire. Un, comprendre ce qui n'est pas forcément évident, comment intégrer la nature dans l'entreprise. Le modèle économique aujourd'hui fait que la nature n'est pas forcément, si on n'est pas dans le secteur agricole ou agroalimentaire, il ne fait pas forcément partie de nos réflexions. Deuxième partie, comprendre quels sont les différents leviers de compensation et de contribution à des actions climatiques. Il y en a plusieurs. Et puis, comme vous le pensez, nous, on va insister sur un des leviers qui nous tient à cœur, qui peut être celui sur le secteur agricole. Et ensuite, quelles sont les grandes étapes pour construire une stratégie de contribution. Ça, c'est mon travail au quotidien auprès des entreprises pour les aider à commencer à élaborer des projets et les vendre aussi aux autres pôles des entreprises, que ce soit le board, le management, la communication ou le marketing. Dans un... Au tout départ, moi je voulais revenir sur deux éléments clés qui me semblent fondamentaux. C'est qu'aujourd'hui, le changement climatique, il nous touche aussi bien à côté de chez nous que à l'autre bout du monde sur notre chaîne d'approvisionnement. Moi, j'habite par exemple sur la région lyonnaise. On a eu quelques inondations. On a des fortes périodes de sécheresse. Et on a par exemple des impacts sur des cultures comme la vigne où les vendanges sont de plus en plus précoces. Voilà. Donc on a des impacts qui peuvent être à côté vraiment de l'entreprise. Mais on a aussi des choses qui sont des fois très lointaines. Et je pense par exemple au Covid où on revient, on a vite oublié mais ça a quand même perturbé toutes les chaînes d'approvisionnement au niveau mondial, que ça soit une petite ou une très très grande entreprise.
et c'est lié à une activité humaine qui a modifié son approche par rapport à la nature. On ne peut pas directement le mettre sur le point de vue du changement climatique, mais dans tous les cas, il y a un impact qui est multiterritorial, et c'est là où il y a une certaine difficulté pour les entreprises. Il peut y avoir un impact très près comme très loin, mais en tout cas, on est impacté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel, euh, qui me semble fondamental à avoir en tête, c'est qu'il y a une mesure, il y a une mesure et une molécule clé qui hante toutes les têtes aujourd'hui, qui est le carbone, le CO2. On a l'impression, en simplifiant le réchauffement climatique via cette molécule et cette mesure du carbone, qu'on va arriver à avoir des modèles d'analyse qui sont linéaires et séquencés. Or, je ne sais pas, quand on a une inondation de son usine, quand on a un pic de chaleur qui impacte la production au sein de son usine, bah, c'est difficile de forcément faire le lien avec ce CO2. Le CO2 crée des chaînes en cascade sur plusieurs éléments des écosystèmes naturels, et donc il ne faut pas seulement penser que je vais travailler sur le CO2, j'ai un impact sur l'environnement. Et je pense qu'on se focalise aujourd'hui beaucoup sur de la réglementation, des standards, et je pense qu'il faut plutôt se focaliser comment je mets ma pierre à l'édifice pour préserver les écosystèmes vivants. Voilà. C'était les deux notions qui me semblaient assez clés par rapport à toute la communication qui est faite aujourd'hui. Je pense que c'est deux éléments sur lesquels on n'a pas forcément en tête dans nos réflexions. Un point, à nouveau deux points sur cette slide. Je pensais faire une slide, un message clé, mais finalement je commence dès la deuxième slide à mettre deux messages clés par slide. Non, je remets un schéma qui n'est pas de sysfarm, mais qui permet de très rapidement comprendre euh, qu'une entreprise, elle émet du CO2 par ses achats, par l'énergie qu'elle consomme et par également tous ses fournisseurs. Là-dessus, l'entreprise va chercher à éviter et à réduire des émissions, mais malheureusement, malgré tous ces efforts, il va rester ce qu'on appelle du CO2 résiduel, sur lequel il va être soit très coûteux, soit très difficile à éliminer, à éviter ou à réduire. Et c'est là où intervient dès le protocole de Kyoto en 97 ce mécanisme de compensation. Compensation, il faut vraiment le ramener comme un outil, c'est-à-dire en fonction d'une certaine quantité de CO2, je peux aller identifier, cartographier, trouver des projets qui sont en mesure d'éviter ou de séquestrer du carbone. Et c'est là où on arrive sur cet enjeu de balance et qui a créé peut-être cet aspect négatif en termes de marketing où dans les années 2000 jusque dans les années 2010, il y a des très grandes sociétés qui se sont dit dans tous les cas, moi je suis un très gros pollueur, euh, c'est magique, le protocole de Kyoto et le mécanisme de compensation de carbone, je vais pouvoir me laver les mains, acheter sur le marché des crédits carbone pas chers et finalement presque afficher que je suis une entreprise verte parce que j'achète des milliers d'hectares pas chers dans des pays exotiques où finalement c'était très difficile de savoir si les arbres étaient encore en place ou non. Je pense que depuis maintenant 20 ans, il y a eu un gros travail qui a été fait, et notamment sur le fait de dire la compensation, c'est pas un mot à utiliser à tout va. Du coup, compensation, c'est un outil, mais c'est en aucun cas comment dire, ce n'est pas parce que votre société a 500 tonnes de CO2, d'émissions résiduelles de CO2, et que vous achetez 500 tonnes sur des projets, que vous allez pouvoir communiquer comme quoi votre société est neutre. Elle a une neutralité, ce qu'on appelle net, mais la neutralité, elle se travaille au niveau d'un territoire et surtout à l'échelle mondiale. Mais par contre, vous allez pouvoir communiquer sur le fait que vous contribuez à compenser vos émissions avec des projets qui visent à venir séquestrer, éviter du CO2. Et je trouve que c'est très intéressant cette notion de contribution parce que quand on reprend la définition de je contribue à quelque chose, ça veut dire qu'il y a une notion d'action, il y a une notion aussi de volontariat qui est présente dans cette définition. Et ça a aussi
d'un point de vue économique, aucun sens de se dire euh, je vais, euh, euh, je vais pas faire le travail sur l'évitement, je vais pas faire le travail sur la réduction, mais chaque année acheter X tonnes pas chères de CO2. Ça a aucun intérêt en termes de profitabilité, surtout dans le temps. Voilà. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, une tonne de CO2 évitée permet une tonne de CO2 évitée pardon, égale un crédit carbone. Voilà. Alors tous les crédits carbone n'ont pas la même valeur sur le marché et n'ont pas les mêmes co-bénéfices. Et ça, on va le voir par la suite. Sysfarm, vous l'avez peut-être découvert en vous inscrivant à ce webinaire, les origines de la société, les fondateurs ont des racines très profondes et implantées dans l'agriculture. On est quasiment tous liés à ce monde agricole dans la société. Et ce qui est magique, ce que l'on trouve magique dans l'agriculture, c'est qu'aujourd'hui on pense que, euh, en partie à raison, hein, mais l'agriculture est un des facteurs d'accélération du réchauffement climatique. Mais ce que l'on sait un peu moins, c'est que l'agriculture, euh, même mondialisée, hein, pas uniquement française ou européenne, peut apporter une solution importante à grande échelle à- pour venir déjà limiter ses émissions et venir séquestrer du carbone dans le sol d'une façon naturelle. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler, mais on est le seul secteur, l'agriculture, qui peut permettre, en changeant les pratiques, non pas en changeant, je veux dire, le type de culture, mais en changeant les pratiques, venir à la place de faire de la monoculture, rajouter des couverts intermédiaires, des engrais verts, diminuer pardon, le labour et augmenter le semi-direct, augmenter la présence de haies, voire même comment dire, d'arbres dans les cultures, pour parler d'agroforesterie, venir euh, capter le CO2 atmosphérique à travers la croissance des plantes. Une fois que la plante est morte et restituée au sol, ce CO2 est minéralisé et on vient le séquestrer. Ce n'est pas le cas, par exemple, si vous travaillez, je ne sais pas, dans le conseil, dans le transport, dans la banque, dans la finance, dans l'industrie. Vous allez avoir peut-être des leviers technologiques pour venir moins émettre de CO2, mais vous n'allez pas avoir de levier naturel pour venir séquestrer du carbone dans le sol. Et ce qui est assez magique, c'est qu'il y a deux enjeux qui se rejoignent. Le premier, c'est que les agriculteurs aujourd'hui, ils sont conscients que pour faire face soit aux aléas climatiques à très court terme, soit au réchauffement climatique à long terme, ils doivent augmenter cette quantité de carbone dans le sol qui leur assure en fait d'avoir comment dire, une résilience de leur système de culture. Et en même temps, on a le marché qui cherche à se dire bah, comment je peux faire pour avoir un impact positif sur l'environnement. Il y a une autre notion sur laquelle je voulais vous parler qui me semblait clé, c'est finalement, si vous venez d'une entreprise qui n'est pas liée au monde agricole, qui n'est pas liée, qui n'achète pas des produits agricoles comme une entreprise agroalimentaire, bah finalement j'ai peu de connexion avec le vivant. Et donc pourquoi s'intéresser à l'impact sur les écosystèmes vivants? Le gros problème, c'est qu'à la fin du mois, la nature, elle ne nous envoie pas une facture comme la TVA, enfin c'est au trimestre, ou l'URSSAF, euh, en vous disant je vous ai rendu tel service, vous me devez tant d'euros. Il y a plein de services aujourd'hui que la nature nous rend d'une manière visible, invisible, mais surtout gratuit. C'est-à-dire que on a tous déjeuné ce matin pour aller au travail. Si demain sur notre chaîne d'approvisionnement il y a une tempête, on va être impacté. Si sur la chaîne d'approvisionnement il y a des glissements de terrain liés à des fortes pluies après une période de sécheresse, on va être impacté. S'il y a un pic de chaleur qui fait, je vais dire, parler grossière trait, déconner le réseau électrique, on va pouvoir être impacté. Si on n'a plus une eau d'une certaine qualité, on va devoir augmenter les coûts de traitement. Voilà. Si on est impacté par une maladie tropicale alors qu'on est dans une zone tempérée, il y a la biodiversité qui n'a pas fait son enjeu de fonction tampon, et on commence à percevoir les coûts indirects, les 300 milliards de dettes supplémentaires pendant le Covid de l'État français. Finalement, c'était un peu le service rendu par la nature sur X années. Et donc,
c'est pas la biodiversité, les services écosystémiques, c'est pas uniquement les abeilles, une balade en forêt, mais c'est des choses bien plus concrètes sur notre économie de tous les jours que l'on ne facture pas. Et aujourd'hui, c'est pas parce que vous allez soutenir ce type de projet, on va dire, on va parler généralement de biodiversité, que vous allez pouvoir les mettre dans votre compte de résultats, hein, c'est sûr. Du coup, comment vous agissez? Que vous soyez consultant, indépendant auprès d'entreprises et que vous avez la voix des leaders et des dirigeants des entreprises que vous accompagnez, ou si vous êtes responsable de la stratégie environnementale et climatique, bah, je pense que la première chose que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire, c'est de mesurer. C'est de mesurer vos impacts. Donc plus ou moins d'une façon approfondie, les grandes sociétés vont jusqu'à la CSRD pour dire quels sont les risques environnementaux et climatiques à court et moyen terme sur lesquels mon entreprise peut être impactée. Donc il y a une mesure de ces risques qui est importante pour pouvoir ensuite prendre des préconisations et des actions correctives, hein, ou d'anticipation. Et à l'échelle d'une entreprise, on va dire, plus petite, je prends TPE, PME, voire même des ETI, je pense qu'une analyse CSRD est peut-être beaucoup trop complète, même si elle peut servir. Mais en tout cas, je pense que s'il y a une certaine volonté, vision et éthique de la société, que ce soit par les dirigeants ou par le collectif des collaborateurs, il y a une mesure du bilan carbone. Moi, je pense que c'est quelque chose d'essentiel parce qu'au travers de ça, ça amène l'entreprise à amener du changement. Alors, pas changer pour changer, ça rime à rien, mais changer pour se dire comment on va permettre d'allier profitabilité et durabilité. Comment on va impliquer nos fournisseurs. Comment on va peut-être transformer nos produits. Comment on va adapter nos supply chains. Comment nos parties prenantes vont également reconnaître ce que l'on fait et comment cela peut avoir de la valeur. Et donc, c'est là où vous êtes amené, je pense, dans les entreprises à actionner les premiers leviers qui sont l'évitement et la réduction. Et nous, ce que l'on pense chez Sysfarm, c'est ok, c'est super d'être une boîte vertueuse, mais si vous n'intégrez pas, c'est une première bonne étape, et j'ai presque envie de dire, vous avez presque fait plus de 50% du travail d'évangélisation. Peut-être pas encore du travail opérationnel et effectif, mais du travail d'évangélisation. Mais à quoi ça sert d'être une boîte vertueuse si vous ne l'êtes pas forcément sur un territoire qui amorce une transition écologique, qui est résilient également face au changement climatique et sur lequel se trouvent vos collaborateurs. Et c'est là où on va un peu plus loin chez Sysfarm en se disant, bien sûr, vous allez le découvrir, on vend des projets de compensation carbone, mais je pense que ce qui a le plus de sens, c'est surtout de vendre des projets qui sont à côté de chez vous, euh, à proximité de vos implantations et qui viennent transformer les territoires pour les rendre plus résilients. Et c'est comme ça qu'il faut voir, je pense, la contribution carbone ou des actions de contribution à la biodiversité. On vous fait voir une courte vidéo et c'est pour ça qu'on pense que agir d'une manière locale, ça peut permettre d'avoir un impact global. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de rassembler plusieurs acteurs. Alors, c'est pas toujours évident. Déjà, on commence souvent par une société. On essaye de rassembler plusieurs acteurs sur un même territoire qui veulent par exemple s'engager sur des notions d'eau. On sait que l'agriculture peut avoir un impact très important, aussi bien positif que négatif sur l'eau, mais on n'est pas les seuls au niveau d'un bassin à pouvoir gérer cette eau. Il y a les forêts, il y a les haies, il y a des zones humides. Et donc là, nous-mêmes, on va collaborer avec d'autres sociétés, utiliser une analyse satellitaire qui va permettre de faire un constat initial à T0 et ensuite suivre les évolutions dans le temps pour venir préserver la qualité de l'eau, préserver également la rétention de l'eau lors de fortes pluies ou en cas de sécheresse. Et ça, je trouve que c'est très intéressant de se dire comment sur un territoire, c'est plus facile de percevoir l'impact qu'on peut avoir d'une manière concrète et tangible sur son territoire plutôt que financer des projets qui sont à des milliers de kilomètres et des fois dans un autre hémisphère, même si toutes les actions sont pertinentes pour le climat et apporter de la résilience au changement climatique. Mais on pense que cette analyse territoriale, elle a un sens très profond. Voilà.
Surtout qu'aujourd'hui, les outils d'analyse satellitaire nous donnent des données très qualitatives et précises. Donc, c'est très, très pertinent. Je suis passé vite, je veux juste faire un point. Si votre entreprise est amenée à avoir une trajectoire de neutralité carbone, moi je pense que ça permet de répondre, ça on va dire c'est l'objectif final, mais ça amène à un objectif de moyen qui est de permettre de, de rendre compatible la profitabilité et la durabilité. Moi, ce que je suis en train de voir en échangeant avec des entreprises, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'appels d'offres publics, mais surtout privés, sur lesquels les données environnementales des fournisseurs est pris en compte dans les prises de décision. Pourquoi? Parce qu'on se rend bien compte que c'est quand même euh, très coûteux, énergivore, ça demande des transformations, de transformer son modèle d'activité vers plus de durabilité. Et donc les entreprises cherchent à avoir des partenaires en cascade qui font également les efforts dans le même sens que eux. Alors je ne vais pas vous parler de ROI, ça n'a aucun sens, mais nous on a des retours notamment dans le bâtiment de sociétés aujourd'hui, c'est un secteur qui est encore, même s'il y a des solutions technologiques pour venir décarboner par exemple du béton, qui nous ont dit on a gagné des appels d'offres et on pense que c'est grâce à vous parce que la partie environnementale dans l'appel d'offres représentait 20% de la prise de décision. Je ne pense pas que c'est tous les secteurs d'activité. Je pense que si demain on a une crise économique, le facteur prix reprend le dessus. Mais voilà, on voit commencer à naître quelque chose qui, euh, comment dire, une tendance générale où l'environnement est de plus en plus pris en compte. Et je trouve que c'est un aspect business qui doit être dès à présent pris en compte pour commencer à travailler dessus le jour où on reçoit un appel d'offres et surtout où on reçoit une sollicitation par rapport à l'environnement. Je pense que c'est vraiment l'aspect business le plus important. Il y en a beaucoup qui citent pour recruter les talents. Je pense que oui, c'est important. Pour les plus grosses sociétés, il y a également des enjeux de financement où les banques et les assurances sont en train d'accorder des taux d'intérêt en fonction justement de la capacité de la société à avoir une note environnementale importante. Mais je pense que ce qui va déclencher le plus de changements, c'est cette descente en cascade euh, des donneurs d'ordre qui vont chercher des entreprises qui permettent à leurs fournisseurs de répondre à leurs exigences environnementales. Est-ce que la contribution à la compensation carbone ou l'investissement sur des projets de biodiversité est réservé à des grandes sociétés? Ça paraîtrait logique de dire oui, dans le sens où plus la société est importante, normalement plus la société, d'une façon très linéaire, a un impact carbone important sur la planète. Moi, je suis assez étonné. Aujourd'hui, j'échange aussi bien avec des boîtes de moins de 50 personnes, enfin, allez, 40-50 personnes, que des boîtes cotées qui ont des implantations mondiales et qui réfléchissent à leur compensation au niveau d'un continent, qui ont du coup des stratégies totalement différentes. Je pense pas que ça soit. Et toutes les grandes sociétés ne mènent pas ce type d'action, malheureusement encore aujourd'hui. Il y en a des très belles qui mènent des actions approfondies, et ça, je trouve que c'est intéressant. Mais je pense pas que ça soit exclu pour les petites sociétés. C'est peut-être pas les mêmes objectifs. Je pense que pour les petites sociétés, on peut parler carbone, mais avant tout, il faut parler de comment je m'engage sur un territoire. Je vous prends un exemple de projet. Alors, je n'ai plus le calcul en tête, mais nous, par exemple, on a des projets qui commencent à 7 000 euros sur une année. 7 000 euros divisé par 50 employés, divisé par 12 mois, on se représente que pour chaque employé, c'est finalement que quelques dizaines d'euros par mois supplémentaires que l'entreprise peut engager pour soutenir une transition d'un agriculteur qui peut avoir plusieurs centaines d'hectares. Donc, ce qui est quand même un impact sur l'environnement majeur. On ne parle pas d'une 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 zone, on va dire, de préserver une zone humide de quelques, des fois, mètres carrés, même si ils peuvent avoir, ces zones humides peuvent avoir des, comment dire, des bénéfices importants au niveau qualitatif, hein.
Et donc, des fois, les réflexions, c'est pas se dire bah, comment rajouter des coûts. Mais moi, j'ai vu des sociétés qui se disaient bah, finalement, on fait un after work par mois, on trouve que c'est un peu beau, un peu beaucoup. Ça nous intéresse plutôt de se dire, bah, déjà si on en fait un par trimestre, c'est suffisant. Est-ce qu'on ne peut pas remettre une partie de ce budget sur des choses qui ont plus d'impact? Et là, ça, je trouve que c'est intéressant comme réflexion et on revient dans finalement éviter le superflu, qu'est-ce qu'on peut éviter, réduire et comment on redirige certains investissements. Et on voit que là, la prise de décision, elle ne se fait pas uniquement par l'impulsion d'un dirigeant ou d'un leader qui est tout en haut, mais par le collectif, et c'est ça aussi qui est intéressant dans la démarche. Euh, deuxième partie, sur laquelle je vais aller un tout petit peu plus vite, décryptage des leviers de contribution et de compensation. Alors aujourd'hui sur le marché, Layton, moi je le trouve très bien fait ce graphique, vous avez plusieurs leviers pour venir contribuer à compenser vos émissions. Vous avez des solutions d'évitement. On préfère utiliser une énergie renouvelable qu'une énergie fossile et qui va vous donner un crédit carbone, un prix du crédit carbone en fonction de la tonne de CO2. Il y a également des projets, on va dire, de fournir des équipements qui vont moins consommer de charbon. Ça, c'est beaucoup des projets qui se font en Afrique sur des méthodes de combustion. Et ensuite, bon, ce qui a du mal encore à apparaître, c'est toutes les solutions technologiques de séquestration de carbone, venir capturer le carbone dans l'air pour pouvoir le minéraliser. Il y a des coûts énormes et on se retrouve pour l'instant dans un schéma qui n'est pas bon, c'est-à-dire on consomme beaucoup d'énergie pour venir éliminer du CO2 et donc l'équation n'est pas encore bonne. Ça se fait beaucoup en Islande parce qu'ils ont une énergie pas chère et en grande quantité. Mais voilà, il n'y a pas eu l'innovation qui a permis de craquer encore ce type de solution. Et après, bah, il y a les solutions naturelles. Dans les solutions naturelles, il y en a trois grandes. L'eau, les océans qui viennent absorber du CO2. Donc maintien des mangroves pardon, typiquement. Il y a les forêts et il y a également les terres agricoles. C'était juste pour vous faire un rappel. Et ce qui est très intéressant, c'est que la Terre aujourd'hui contient deux fois plus de CO2 que tout le CO2 qui est dans l'atmosphère et dans les plantes. Donc le sol, d'une manière générale, hein, aussi bien le sol d'une forêt, le sol d'une mangrove, le sol d'une zone humide, le sol agricole, le sol agricole est vraiment le levier sur lequel on peut avoir un impact. Pourquoi? Parce que depuis l'après-guerre, on a utilisé quelque chose qui était assez magique, l'engrais. On mettait de l'engrais dans du sable, la plante pousse. C'est ce qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup sur certaines régions du sud-ouest, par exemple près des côtes basques. Hein. On voit des très très beaux maïs pousser dans du sable. C'est grâce à la magie de l'engrais. Mais en utilisant cet engrais, on a oublié que l'agriculteur il avait deux métiers. Le premier métier, c'était celui de nourrir ses sols. Un sol résilient et bien nourri permettait d'avoir des cultures en quantité et en qualité importante. Et c'est là où on rejoint justement ce double enjeu. C'est que aujourd'hui, les entreprises et le monde cherchent à séquestrer du carbone. Et en même temps, dans le modèle économique et le modèle de production des agriculteurs, ils recherchent à venir augmenter cette matière organique dans leur sol qui provient du mécanisme naturel de la photosynthèse, de venir, je prends le CO2 capté par les plantes et je le réinjecte dans les sols. Euh, Ils vont amorcer concrètement comment cette transition. Et c'est pour ça que nous, ce n'est pas un marché de prospection. En 4 ans, on a réussi à avoir plus de 1500 agriculteurs qui ont réalisé leur premier bilan carbone avec nous et qui ont amorcé leur transition bas carbone. Ils vont, je ne vais pas rentrer pas trop dans le détail technique et scientifique, mais comment ils vont le faire? Ils vont rajouter des cultures de légumineuses. La légumineuse, elle a un grand intérêt, c'est qu'elle est capable de venir capter le CO2 atmosphérique, pardon, l'azote atmosphérique, et via une symbiose avec une bactérie dans le sol, transformer cet azote atmosphérique en azote minéral. Donc là, on vient réinjecter des cultures de trèfle, de vesses, qui va permettre d'augmenter cet azote sans passer par des filières pétrochimiques. On vient également implanter ce qu'on appelle des couverts intermédiaires,
des engrais verts. Typiquement, entre une culture de maïs et de céréales, certains agriculteurs, parce que c'est un coût, laissaient à nu leurs terres pendant l'hiver. Sauf qu'en venant mettre une culture, par exemple, de moutarde, de facélie, ou des cultures un peu plus complexes pour apporter plus de biomasse, comme par exemple des premiers tournesols, eh ben on va venir produire 2, 4, 5, 6 tonnes de biomasse sur un hectare qui vont être réinjectés dans le sol. Plus tous les autres co-bénéfices de préserver la qualité du sol s'il y a des fortes pluies, de venir capter plus de CO2 dans l'atmosphère et donc de particules fines, donc de préserver la qualité de l'air. Voilà. On va aussi inciter nos agriculteurs à ne pas vendre la paille suite à la moisson, mais à réinjecter toute cette paille pour réapporter de la matière organique et donc créer de l'humus. De moins travailler le sol. Plus on travaille le sol, plus on déstructure la vie du sol et donc plus on est amené à rejeter du CO2 dans l'air. Et là, le but, c'est de maintenir la biodiversité du sol pour venir capter le maximum de CO2. Et donc aussi, forcément, moins on laboure, moins on consomme de carburant. Mais finalement, c'est bien plus que du CO2 parce que l'éco-bénéfice, c'est pour ça que je parlais au début en disant on ne peut pas parler que de CO2. Parce qu'un agriculteur, en venant mener ce type de transition et de changement, et il rend des services à la communauté. Il va préserver la qualité de l'eau, c'est-à-dire qu'il y aura moins de lessivage, c'est-à-dire que s'il y a une forte pluie, qu'il n'y a pas de couvert intermédiaire sur le sol, la pluie va emmener avec elle des engrais dans les eaux et donc augmenter des coûts de traitement, des stations d'épuration pour qu'on puisse boire une eau de qualité. L'agriculteur en faisant ça, il vient améliorer l'ensemble de la biodiversité. Il va limiter l'érosion de ses sols, donc on ne va pas retrouver des limons dans les rivières. Il vient augmenter la qualité de l'air en captant des particules fines, en limitant des phytosanitaires, en limitant des rejets d'azote ou enfin d'autres molécules dans l'air. Et donc, par contre, l'agriculteur, il se dit super, je rends un service à la communauté, je séquestre du CO2 dans le sol, ça me sert à moi, super. Mais par contre, il y a un certain coût. J'ai un coût dans cette transition. Je vais devoir changer du matériel, je vais devoir un peu diminuer mes rendements, parce que l'engrais c'est magique, là je vais un tout petit peu diminuer, donc je vais perdre de la valeur économique. Je vais devoir acheter des nouvelles semences qui sont pas donné, la moutarde c'est pas cher, mais d'autres légumineuses, facélie c'est beaucoup plus cher. Donc ça a un coût pour l'exploitation agricole. Et c'est là où l'objectif de l'agriculteur, c'est pas se rémunérer en crédit carbone, loin de là, mais c'est de se dire comment le service rendu auprès de la communauté, du bien général, ça me permet de financer moi de mon côté ma transition. Et c'est là où l'État français a été fortement pionnier dans ce mécanisme. C'est pas Sisfarm de son côté qui dit tel agriculteur change de pratique, il va séquestrer tant de CO2, préserver X, la métrique de la biodiversité. Non, ça marche pas comme ça, sinon on repart dans les comment dire, on repart dans les problématiques qu'on avait eu au début sur le marché de la compensation carbone. Donc l'État français a mis en place un cadre qui s'appelle le label bas carbone, qui permet de certifier et d'avoir un audit par un tiers de confiance externe, et donc que chaque produit, chaque agriculteur qui est labellisé, c'est une haute valeur sur le marché. Et aujourd'hui, l'Europe est en train de s'inspirer du label bas carbone pour pouvoir adopter les critères de mesure et de suivi que l'on a. Nous, on voulait vous partager très rapidement le témoignage d'un agriculteur pour que vous puissiez comprendre tout simplement, euh, non pas au travers de mes mots, mais pourquoi lui, il amorce ce type de transition. Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Guilbert, j'ai 36 ans, je suis marié et j'ai 2 enfants. Je suis la troisième génération d'agriculteurs installés sur l'exploitation Retemois. C'est une ferme familiale située dans le Pas-de-Calais, dans la petite région de l'Artois. Je cultive des céréales, du blé, de l'orge, du maïs et du colza, et puis des légumes, des pois de conserverie, des pommes de terre, des betteraves sucrières. J'ai également une partie de culture non alimentaire avec du lin textile, du miscanthus, et je suis en réflexion pour du chanvre textile. J'ai également des partenaires avec qui je travaille, un négoce de céréales Néonégoce. Je réalise des essais terrain pour l'industriel Saint-Louis Sucre
Et puis j'ai un partenariat avec les écoles apicoles. Et puis également, je suis ferme communicante pour l'association PADV, qui est une association qui travaille sur l'agriculture régénératrice. Pour maintenir les sols vivants, eh bien, Il y a un petit problème de son. Ouais, On va vous transmettre on le vous lien. transmettra le lien de la vidéo, je crois que vous n'avez pas le son. Donc on vous la met dans le chat et puis on vous la mettra dans l'email. Mais c'est assez intéressant de comprendre en fait comment l'agriculteur il arrive à transformer sa ferme. Nous, ce qu'on organise à chaque fois lorsqu'il y a une entreprise qui soutient un projet d'une ferme, c'est d'organiser une visite. Euh, Pourquoi? Parce que les agriculteurs que l'on a, c'est des passionnés, c'est des experts de leur sol. Regardez, enfin, la seule photo qu'on a, c'est ils touchent la terre. C'est grâce à cette terre qu'ils arrivent à cultiver. Et ils sont, comme tout passionné expert, ils aiment transmettre et aussi changer l'image de. C'est pas parce qu'on voit un tracteur dans un champ qu'il est en train de polluer, mais qu'il est peut-être en train finalement de faire une action qui permet de séquestrer du carbone ou de préserver la biodiversité et de comprendre. Nous, on trouve que ça ramène du lien entre la terre et le citoyen qui est aujourd'hui un peu. Je pense pas que le salon de l'agriculture à Paris fasse tout le boulot. Voilà. Euh, Construction d'une stratégie de contribution, on a voulu vous présenter un peu les grandes étapes ce qu'on apporte au sein des entreprises pour faire avancer et maturer une réflexion se poser les bonnes questions au bon moment. Donc la première question, je trouve, et ce qui intéresse souvent les décideurs dans une société, c'est le pourquoi. Pourquoi on fait ça? Donc c'est clarifier ses objectifs. Pourquoi on va contribuer? Est-ce que c'est juste un intérêt d'image, de communication auprès de nos parties prenantes? Est-ce que c'est un intérêt d'asseoir notre position de leadership? Est-ce que c'est de prendre de l'avance sur des concurrents en disant bah, attendez, nous on est fortement impliqués sur de l'impact environnemental face à des donneurs d'ordre? Est-ce que c'est dans une volonté éthique de dire bah, mon entreprise marche bien, j'ai de la visibilité, je veux aller plus loin et je veux rendre ce que la société, la nature m'a apporté en venant à amener une stratégie de neutralité? Est-ce que c'est de soutenir aussi des choses sur son territoire, agricole, forestier, voilà? Ou est-ce que c'est s'inscrire dans par exemple, une trajectoire SBTI? Je vais assez vite parce que ça pose des questions. N'hésitez pas à poser vos questions si vous voulez qu'on puisse y répondre. Et dans tous les cas, on vous transmettra les slides à la fin. Donc ça vous fera une sorte de guide qui vous permette en interne, d'avancer. Ensuite, une fois qu'on a clarifié le pourquoi, la vision, il faut définir son niveau d'ambition. On n'a pas tous les mêmes résultats nets dans les sociétés. Il y a d'autres investissements qui sont prioritaires. Et donc, il faut définir le mécanisme. Est-ce que c'est le même montant chaque année? Est-ce que c'est un montant qui peut être progressif, qui peut aussi être décroissant en fonction des efforts qui sont faits sur l'évitement ou les réductions? Est-ce qu'on le calcule autrement, totalement autrement dissocié du coût carbone, c'est-à-dire un pourcentage du chiffre d'affaires? Je pense que vous connaissez à peu près tous, par exemple 1% pour la planète, voilà, c'est 1% du résultat net qui est reversé à l'association et ensuite à d'autres projets. Voilà. Est-ce que c'est un mécanisme, comme je voulais présenter au départ, qui est plutôt basé sur la volonté de réduire certains avantages pour les salariés? J'ai jamais encore vu d'entreprise qui disait, ou de salariés qui disaient, moi je vais accorder X% de mon salaire net à ce type de projet, mais bon, je suis pas sûr non plus de le faire. La troisième étape, c'est de définir une politique, voilà, de contribution. Une fois qu'on a le montant, sur quel type de projet? Est-ce qu'on se focalise sur un projet? Est-ce qu'on a un budget conséquent et on peut mixer le type de projet sur lesquels on intervient? Est-ce qu'on intervient uniquement sur du local, 100% sur l'international? Est-ce qu'on recherche des co-bénéfices, biodiversité, eau, l'air, résilience de la chaîne alimentaire? Maintien aussi d'une activité économique sur place? Est-ce qu'on s'appuie sur un standard? Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est essentiel. Il y a des standards aujourd'hui qui sont assez multiples, hein, vu que c'est un marché qui est naissant. Le label bas carbone, nous, on a des rapports qu'on pourra vous partager.
est l'un des standards aujourd'hui dans le monde qui a le niveau d'exigence le plus élevé. Voilà. Ce qui va aussi avec le coût des projets, bien sûr. Ensuite, on planifie la contribution. Euh, on s'engage sur 5 ans, 10 ans. Nous, il faut savoir que c'est pas du one shot. Euh, L'agriculteur, il travaille sur déjà une saison, mais aussi son sol, il ne le modifie pas en une année. Tous les plans de transition que l'on fait avec eux, c'est au minimum sur 5 ans. On peut aller plus loin, sur 10 ans, mais c'est au minimum sur 5 ans. Alors, ça demande un engagement des entreprises, mais ça permet aussi à l'agriculteur, en fonction de la météo, de pouvoir régler en fonction des années la quantité de CO2 non émise ou séquestrée. Il peut y avoir une saison où il séquestre moins, une saison où il séquestre plus. Et nous, notre côté, notre métier, c'est de réaliser un bilan carbone chaque année avec l'agriculteur pour pouvoir suivre l'évolution de sa trajectoire et également de lui fournir un accompagnement terrain qui va lui permettre de pouvoir challenger ses réflexions et ses pratiques avec un agronome, soit de la coopérative agricole sur laquelle il est affilié, soit un agronome indépendant avec qui on travaille. Ensuite, cinquième étape, c'est de dire on a défini on va dire un cahier des charges, on va choisir le partenaire. Il y a deux types, on va dire, de partenaires disponibles sur le marché. Il y a ceux qui travaillent en direct comme nous, Sisfarm, ou des brokers. Chacun a son utilité en fonction de la typologie d'entreprise. De travailler en direct, l'intérêt de travailler en direct, c'est de pouvoir accéder à une... Enfin, nous, notre objectif, c'est de fournir le maximum de rémunération à l'agriculteur. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de 85% du montant du crédit carbone qui va permettre de financer la transition de l'agriculteur. 5% qui va être, on va dire, pour le certificateur, et ensuite toute la mécanique que l'on a de calcul que l'on fournit à l'agriculteur. Juste un point, pour comprendre le rôle, nous on est un pivot central chez Sisfarm, on permet justement à deux mondes qui sont aujourd'hui déconnectés de se reconnecter et de se rencontrer. D'une part, les agriculteurs qui nous utilisent, on ne vient pas leur rajouter de l'administratif en plus, parce qu'on vient utiliser des déclarations qu'ils font déjà, et ça leur permet très vite de faire leur bilan carbone sur les 3 dernières années, d'amorcer et de suivre leur transition. Et c'est pour ça qu'on en a eu autant et aussi vite, en moins de 4 ans, 1500 agriculteurs en France uniquement. Hein. Et aujourd'hui, des entreprises qui veulent participer à un effort climatique, environnemental, biodiversité, on leur met à disposition nos projets, on leur permet de les soutenir. Marjolaine va vous présenter, nous sur notre site, ça permet aussi d'être un peu plus concret et tangible. On a l'ensemble de nos projets qui sont réalisés, c'est-à-dire qu'une entreprise a soutenu, ou qui sont disponibles. Et donc ça vous permet de voir juste des fois à côté de votre entreprise qu'est-ce que vous pouvez avoir comme projet. On en a très très peu sur le sud de la France. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on travaille sur les grandes cultures, blé, colza, de l'orge, tournesol, soja, et sur de l'élevage bovin lait et bovin viande. C'est c'est les deux grands points qui vont permettre enfin, c'est les deux secteurs agricoles qui permettent d'avoir le maximum d'efforts et de séquestration carbone. Il y en a un peu moins sur l'arboriculture, il y en a un peu moins sur la viticulture et encore moins sur le maraîchage qui souvent vend également sur comment dire, vend sur des localités qui sont très très proches. Est-ce que Marjolaine, tu peux peut-être nous ouvrir juste un projet comme ça au hasard, voilà, vers Toulouse. Donc là, c'est vraiment une toute petite ferme, 36 hectares, un projet sur 5 ans qui va permettre de séquestrer dans les sols 163 tonnes au bout des 5 ans, donc 163 divisé par 5 chaque année, qui apporte, donc on active principalement des leviers de couvert intermédiaire, on vous présente l'éco-bénéfice, on vous présente aussi la partie sur la rémunération. Vas-y Marjolaine, hop, donc là on est à 80%. Et si tu peux peut-être nous faire voir un plus gros projet.
Ouais, par exemple, là on va être sur une ferme qui est un peu plus importante, qui est de 268 hectares. Et sur les 5 ans, on va être sur des volumes de carbone plus importants au niveau de la là, sur uniquement de la partie évitement et non séquestration. Merci à ceux qui ont posé des questions. On a juste quelques slides et comme ça va permettre d'y répondre. Je laisse la main à Marjolaine qui va vous parler de la communication. Alors oui, Florent nous évoquait tout à l'heure l'importance et la logique de réduire ses émissions avant de passer à un stade de contribution. Eh bien, pour la communication, c'est pareil. Certaines entreprises ont fait l'erreur de uniquement communiquer sur leur contribution. Et en fait, ces méthodes, elles peuvent avoir comme résultat qu'on estampille vos projets de greenwashing. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ces projets-là de contribution sans contexte, ils donnent une perception au public ou à votre clientèle, quelque part, que vous financez d'autres projets, finalement des réductions d'émissions qui sont produites ailleurs, comme si un petit peu ça effaçait vos propres émissions. Alors que bien sûr, contribuer à un projet local n'efface pas vos propres émissions. Et il y a aussi un cadre juridique très précis en France, je pense notamment au niveau du vocabulaire. Florent évoquait tout à l'heure le terme de neutralité carbone. Certaines entreprises l'utilisent pour parler de leur projet. Et en fait, c'est factuellement faux parce que la neutralité carbone, c'est un cap global, mondial, auquel les entreprises peuvent participer. Pour une entreprise, on va vraiment parler de neutralité nette. Alors là, on est dans le cadre du droit, c'est un petit peu complexe, moi-même je ne suis pas juriste. Par contre, ce qui est super, c'est qu'on a à notre disposition des outils proposés par l'ADEME. Donc vous avez par exemple le guide anti-greenwashing. Et dans ce guide, vous pourrez retrouver tout le contexte légal, mais aussi il peut vous alerter sur les mauvaises pratiques, mais aussi vous donner des exemples de bonnes pratiques. Je vais vous envoyer le lien juste après. Et vous avez aussi le rapport publicité et environnement de l'ADEME et de l'ARPP qui, pareil, recense un petit peu, fait le bilan de ce qui peut être fait et recense les bonnes et les mauvaises pratiques. Ouais, le point de la communication, on l'a mis en 6e point, mais des fois c'est même intéressant de rédiger comment dire, le communiqué de presse officiel ou de voir comment ça va se projeter dans le rapport RSE que vous communiquez à vos parties prenantes et de le rendre visible presque dès le départ. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que il y a une tendance là en ce moment qui est de se dire, ok, bah, moi j'ai envie d'avoir un impact positif sur l'environnement, ça me plairait. Par contre, j'ai peur des répercussions. Dans le sens, si je communique sur le fait que je soutiens des projets positifs pour l'environnement, on va me dire qu'il y a un loup dans la bergerie et que je fais pas comment dire, je fais pas le nécessaire de mon côté. Moi, je pense que, à l'inverse, bon, je suis peut-être un peu optimiste, mais plus on va communiquer sur des efforts positifs, l'objectif c'est, on sait très bien, on produit trop de CO2, il faut arrêter de se dire c'est juste un aspect réglementaire et tant que je ne suis pas obligé de le faire, je ne le fais pas, ou il y a des projets qui sont mieux que d'autres. Non, toutes les actions sont bonnes à prendre pour la résilience du vivant ou pour l'environnement. Je veux dire, je pense qu'il faut se décorréler de ces principes-là. Et donc le fait de se dire, nous on accompagne nos clients à se dire comment vous allez pouvoir bien communiquer sur le projet. Et donc là, il ne faut pas hésiter à nous solliciter parce que ça fait partie d'une partie qui est quand même assez importante. C'est très technique. Ouais, et très technique. Et pour communiquer, ça rejoint le 7e et dernier point, je crois, hein. Tout à fait. C'est finalement comment je m'assure que euh, comment je m'assure que mon partenaire est fiable. Mon partenaire est transparent, il est fiable. Et ça a été un des gros problèmes où il y a eu des projets, des grosses boîtes ont financé des projets, sont allés sur le terrain, en Amérique du Sud notamment, puis ont découvert que les forêts étaient, ce qu'ils avaient financé était totalement coupé, qu'il n'y avait pas eu de communication. Je crois que c'est l'avantage aussi de jouer au niveau local et d'avoir un label d'État. Il n'y a pas tous les États au monde qui ont posé un label, hein. C'est surtout dans les autres États, c'est des labels privés. Et nous, ça nous donne on est ISO, sur plusieurs ISO, ça nous donne une charte de travail, de qualité. On réalise des bilans carbone tous les ans pour les agriculteurs, on se fait auditer, ce qui permet de vous fournir une information qui est certifiée au bout des 5 ans, que vous pouvez communiquer, qui sera communiquée également si vous le souhaitez sur le site du ministère de l'écologie.
sous le volet label bas carbone. Voilà. Donc je pense que c'est dans le choix du partenaire, c'est aussi ça qui est important et que parfois on ne se rend pas compte. Ça ne peut pas se résumer que à c'est X euros à la tonne. Bah oui, mais c'est X euros à la tonne. Il y a quoi sous le capot? Il y a des co-bénéfices, c'est local, et il y a également le tampon d'un label. C'est-à-dire que c'est demain, une société disparaît, il y a un plan de communication et de continuité également pour assurer la transition des agriculteurs. Voilà. Il y a tout ce cadre qui me semble quand même très important à prendre en compte. Voilà. Euh, Juste pour vous donner, je l'ai dit à deux reprises, mais on a accompagné 1500 agriculteurs à ce jour qui ont commencé à initier leur transition depuis plus de 4 ans. Et on est au total à environ 500 000 tonnes de CO2 labellisées qui soit ont été évitées, c'est-à-dire il y a eu une diminution par exemple de consommation d'engrais, de carburant, ou séquestrées dans les sols. Nous, ce qu'on trouve, bah, je l'ai aussi dit, mais je vous donne quelques éléments visuels. Ce qui est super intéressant, c'est les visites qu'on organise sur chaque projet de ferme qui est soutenu. Euh, Ça permet aussi des fois de rendre les actions RSE, qui sont très très variées, mais je ne vais pas dire de faire un team building, mais ça permet de mixer entre sensibilisation, de se dire tiens, je suis fier de mon entreprise parce que j'ai un impact local, et à ceux qui supportent stratégiquement et opérationnellement le projet, de venir, euh, c'est toujours plus facile de venir convaincre sur le terrain ensuite, parce que bah, on a les pieds un peu dans la boue, et on n'a que des agriculteurs qui aiment communiquer sur ce qu'ils font. Et je trouve que là, c'est généralement, on a du mal à vendre un premier projet, c'est des petites sommes, c'est des petits projets, et quand il y a des équipes qui se déplacent, ils se disent, oh, tiens, on veut aller plus loin, quoi. C'est fabuleux. Voilà, c'était notre dernière slide. Bon, moi je préfère l'image avec les moutons. Ah, bah, je peux la remettre si tu veux. Hop, Marjolaine vous réactive le micro. Je crois qu'il y a eu des questions. tout à fait. Je les ai vues passer. N'hésitez pas, je vais essayer de les répondre en live. Alors, on va remonter. Alors, je te les lis si tu Je veux. les vois pas Tu sur les vois pas? Alors, de Non. Nicolas Baron, quels sont les grands points de mesure permettant ce bilan carbone? Et sont-ils uniquement au niveau de la composition du sol ou également pour l'exploitation dans son Ok. ensemble? Alors c'est une très bonne question. Le label bas carbone, il travaille au niveau de l'exploitation tout entière. C'est-à-dire, on va mesurer qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. Ensuite, les critères pour venir, donc il y a deux leviers. Il y a la partie évitement, donc la différence de consommation de tous les produits issus des filières pétrochimiques, engrais principalement, et combustibles. Et ensuite, il y a la partie séquestration. Et là, sur la partie séquestration, ben, on va travailler sur, il y a une multitude de critères, et ça demande de le partager en visio, mais pour donner les grandes lignes, c'est quelle est la culture qui est produite, quelle quantité, quelle a été la couverture du sol, quelles sont les restitutions réalisées au niveau du sol, et voilà, principalement, on va dire que c'est ça. Je ne sais pas si, mais on peut, si vous voulez, on pourra prendre plus de temps, mais on a des bilans carbone type qu'on pourra joindre dans l'email et qui permettent de comprendre l'ensemble des facteurs qui sont pris dans ce bilan carbone. Et on voit bien que c'est tout aussi complexe, je pense, parce qu'on travaille sur du vivant, mais tout aussi complexe qu'un bilan carbone d'entreprise. Quelle est la taille moyenne des exploitations que vous accompagnez? Là, la taille moyenne ou la médiane, aujourd'hui, je ne la connais pas, mais je pense qu'on a plutôt des projets qui sont sur des très grandes exploitations. Euh, Pourquoi? Parce que je pense que c'est. Alors là, je me fais un peu une analyse sociologique, hein, de mon côté, mais les exploitants agricoles qui ont plus de 200 hectares ont une vision entrepreneuriale, et ont une vision également de se dire comment je transmets à mes enfants mon exploitation. Et c'est elles qui peuvent avoir le plus grand intérêt, mais aussi qui peuvent ressentir d'une façon la plus douloureuse l'impact du changement climatique, ou par exemple de la crise ou la hausse du gaz russe qui va impacter directement leurs achats d'engrais azotés.
Et donc, nous, on a principalement grand culture. Donc, quand on dit grand culture, c'est des cultures céréalières. Et ensuite, des élevages bovins, lait ou viande. Mais vous sortir une moyenne, je peux le sortir parce que j'ai le listing de toutes les exploitations. Mais on a des exploitations qui sont, je pense, plutôt au-dessus de 200 hectares et qui sont sur des projets qui vont être au-dessus de 400 à 500 tonnes séquestrées sur 5 ans. Sachant qu'on en a qui montent à plus de 2000 tonnes, hein. Je vais te dire la question si tu Non, veux. c'est bon, Ah, c'est bon, t'arrives. ouais, je vais y arriver. Je vais être fatigué. Non, non. Vos acheteurs répondent à leurs objectifs SBTI à travers l'achat de crédit carbone et de contribution. Ok. Il y a environ 500 sociétés en France aujourd'hui qui suivent les recommandations SBTI. SBTI, c'est une trajectoire pour, en général, être neutre en carbone à 2050 avec un objectif à 2030. C'est des sociétés qui ont mesuré l'impact du scope 1, 2 et 3 et qui connaissent leurs émissions résiduelles. Ça, c'est pour les sociétés qui sont non, on va dire, affiliées au monde agricole ou agroalimentaire. En travaillant avec des entreprises agroalimentaires, bah, nous, on vient décarboner leurs approvisionnements, donc le scope 3. Et sur les autres sociétés, bah, on vient participer à limiter comment dire, leurs émissions résiduelles. Voilà. Et généralement, ce sont des grosses sociétés, donc ils viennent faire des mix entre plusieurs projets. Ils n'utilisent pas que des projets agricoles. Je dois vous laisser, non, là, pas de question. Avez-vous l'impression qu'une certaine frange des agriculteurs et agricultrices est plus enclin à agir? Ça non plus que de. Oui. Bah forcément, nous, on n'est pas, par exemple, dans le sud de la France, la vallée du Rhône, parce que la viticulture, aujourd'hui, ils ont assez peu de leviers. Ce qui a le plus gros impact, par exemple, CO2 dans une exploitation viticole, c'est l'achat de la bouteille en verre. Donc, ils vont avoir assez peu de leviers. Il n'y a pas encore de méthodologie non plus sur d'autres types de cultures. Je pense porcin, élevage ovin, donc tout ce qui est mouton, brebis, petits ruminants, chèvres. Ça commence à venir sur l'arboriculture, mais on va y venir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, grande culture et bovin, lait ou viande, c'est ce qui va amener le changement, je pense, total de l'agriculture française. Euh, Nous, on travaille. Ouais, je pense qu'on a une fausse image de l'agriculteur, clope au bec ou débardeur dans le tracteur et casquette. Euh, et je pense que c'est un secteur qui a été innovant aussi avant d'autres secteurs. Tracteur GPS très tôt. Un gros travail sur le. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui utilisent déjà l'analyse satellitaire pour savoir comment doser leurs engrais. Il y a de plus en plus d'analyses via des tensiomètres, donc qui viennent capter la quantité d'eau dans les sols en temps réel. Voilà. Je pense que c'est la contrainte budgétaire qui les a poussés aussi à innover. Donc nous, on est plutôt face à des. On a 1500 agriculteurs, donc on est vraiment sur les early adopteurs de l'innovation, sur les 500 000 au total agriculteurs en France, ou 400 000 à la fin de l'année, parce qu'il y en a de plus en plus qui déclinent, mais enfin la quantité d'agriculteurs en France diminue. Euh, mais c'est normal parce que c'est un marché qui est assez naissant, hein, pour l'agricole. Voilà. Si Nicolas, vous avez d'autres questions, avec plaisir. Avec plaisir pour vous apporter des choses plus précises, parce que là, je les ai vraiment apportées d'une manière superficielle. Mais nous, on a des bilans carbone type. Voilà. Peut-être que tu peux réactiver le micro pour tout le monde. C'est Ah, réactivé, c'est bah, vous réactivé. pouvez Je activer vérifie, mais. votre micro. Si vous avez des questions live, n'hésitez pas. Euh, Est-ce qu'on a répondu à vos questions en venant à ce webinaire? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions qui vont émerger? Euh, Si vous avez des retours, je sais que je peux tenir un monologue facilement, mais bon, ça peut faire du bien aussi d'avoir une question de votre part. En tout cas, en attendant qu'il y ait une question qui soit posée, on vous enverra un petit formulaire de fin de webinaire où vous pourrez nous donner votre avis sur la présentation d'aujourd'hui. Et aussi, pourquoi pas, si vous souhaitez proposer des thèmes de webinaire, on serait ravis d'avoir vos retours. Non, moi, j'ai pas de questions, mais je voulais vous remercier parce que
parce que dans le petit sondage là du début, je disais que j'assistais à cette réunion pour de l'inspiration et je pense que j'en ai eu. Donc merci beaucoup. Merci Marion, c'est gentil. Même si Merci à vous. on est en réflexion, on est évidemment nous en réflexion, donc effectivement, c'est très inspirant. Ouais, ouais, J'ai découvert. c'est facile de faire quand on sait où on veut aller. Moi, je crois qu'il y a une seule chose qui peut permettre de vendre ce changement, parce que c'est quand même un changement assez radical, hein. Mm. Bon, on voit, il y a des entreprises qui sont dans la convention des entreprises pour le climat. C'est une réflexion qui vient du dirigeant, Oui, qui est assez oui, poussée, qui va très loin. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Je vois très mal mon papa et ma maman avoir poussé cette réflexion dans leur entreprise, parce qu'on est pris par le quotidien. Et je pense que avant de vendre un projet agricole, faut d'abord être capable de se dire, faut vendre une vision. Euh, et la vision, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se challenge pas, parce qu'elle est là. Mais par contre, et en plus, elle aspire par le haut. Voilà, donc tout à fait. c'est intéressant pour les deux parties. Celui qui vend sa vision et celui qui vient la- l'intégrer. Merci Marion. Nicolas, peut-être des retours ou je sais pas, des questions. Après, Écoutez, c'était très intéressant, je vous remercie. J'ai pas de questions complémentaires. Les informations que vous avez partagées à la fin, là, ça me suffisait en termes de Ok, niveau de détail. Donc, je voulais vraiment comprendre s'il y avait des tendances qui se dégageaient et de quel ordre. ok, Merci beaucoup. ok. Bon, bah écoutez, merci à tous. J'espère qu'il fait grand beau. Je crois qu'il n'y a pas de région en France où il fait pas beau aujourd'hui. Donc, profitez du temps de midi pour manger au soleil. Et puis, hésitez pas à nous contacter. Nous, on va peut-être, on va vous envoyer de la doc. Ça vous fera une trace. Et puis, en temps voulu, revenez vers nous si vous le souhaitez, si vous pensez qu'il y a matière à faire quelque chose. Avec grand plaisir pour échanger à ce sujet. Merci à tous et bonne journée. Merci, Au au revoir. revoir. Au revoir. On fait chier cette coupure. Ah, au Tu veux que je le milieu. refasse? Tu veux que j'en fasse un Non, je vais cut. Je vais couper comme si Ouais, de ok. rien n'était. Bon, c'est pas grave du tout. Comment je fais